I'm only coming out to play. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du demi-plan de Poincaré. C'est le modèle star de la géométrie hyperbolique, du plan hyperbolique. Il faut bien comprendre qu'en fait, quand on fait de la géométrie, ce qu'on a sous les yeux, en quelque sorte, ce sont des modèles. C'est-à-dire, ce sont des représentations qui vérifient un certain nombre d'axiomes. Voilà. Le plan hyperbolique, finalement, c'est 5 axiomes. Les 5 axiomes d'Euclide, moins 1, en quelque sorte. Juste, on prend les 4 premiers et on se rend compte qu'il y a une géométrie différente qui arrive, mais on va la voir, cette géométrie différente, avec différents modèles. Et des modèles, il y en a autant qu'on veut, selon comment ça nous fait plaisir de regarder. Si on veut le regarder à l'intérieur d'un disque, ou à l'intérieur d'un demi-plan, ou sur une conique, etc. On verra ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, il y a un modèle star qu'on appelle le demi-plan de Poincaré. Et on va le décrire, et on va le décrire entièrement, hein, parce que faut jamais être elliptique quand on parle du plan hyperbolique. Ok, alors, j'ai déjà parlé des homographies sur cette chaîne, je vais résumer les choses utiles par la suite. D'abord, on appelle P1 de C la droite projective complexe, hein, c'est C union l'infini, et on a GL2 de C qui agit sur P1 de C. Comment? ACBD, d'accord, avec ACBD complexe, avec AD moins BC différent de 0, parce qu'on est dans GL2, va agir sur Z par AZ plus B sur CZ plus D. Bon, ça, jusqu'à présent, normal, c'est l'action par homographie, ça, ce sont des homographies. Entre parenthèses, si vous prenez une homothétie, d'accord, alors vous allez avoir lambda ici, donc vous allez avoir lambda z sur lambda, ici c'est 0, et ça va faire uniquement z. Ce qui veut dire que les homothéties agissent trivialement, et c'est pour ça qu'on fait agir plutôt PGL2 de C, voilà, PGL2 de C, ça veut dire qu'on a quotienté GL2 de C par le sous-groupe distingué des homothéties qui ne sert à rien ici puisqu'il agit trivialement. Bien. Si ça vous embête de quotienter, bon, vous le pensez par GL2 de C, mais bon, en fait, c'est indolore hein, de quotienter par une homothétie puisque ça agit trivialement. Ok, alors, ce qui est important, c'est que ça préserve le birapport. C'est-à-dire le birapport, pour nous, pour 4 complexes, ce sera Z3 moins Z2 sur Z3 moins Z1 fois Z4 moins Z1 sur Z4 moins Z2. Et en fait, quand on va mettre G, donc ça c'est pour un élément de GL2 de C, GZ1, GZ2, GZ3, GZ4, que j'ai appelé ici GZI, eh bien ça fait le birapport des ZI. Bon, alors ça c'est important. J'ai passé sous silence le fait que l'infini s'invitait dans la partie et que du coup il y avait des règles. Par exemple, quand on met l'infini ici, z égale l'infini, ça fait A sur C. Avec la convention que si A est non nul et C est nul, alors ça fait l'infini aussi. Donc vous avez dans le calcul un certain nombre de conventions. Bon, ça j'en ai déjà parlé un certain nombre de fois dans les vidéos. Voilà, ça nous permet de partir d'un bon pied dans ce que l'on va faire. Et maintenant, j'arrive rapidement à la définition. Le demi-plan de Poincaré, c'est simplement le demi-plan ouvert, hein, d'accord, l'ensemble des x plus y, x, y réel et y strictement positif. Bien. Et quand on pense au demi-plan de Poincaré, on le pense avec sa métrique, c'est-à-dire données donc, qui va nous permettre de calculer les longueurs de courbes, d'accord, sur le demi-plan, donc des courbes paramétrées, grâce à ds, d'accord, ds carré est égal à dx carré plus dy carré sur y carré. Y c'est égal à z moins z bar sur 2i, donc par la différence de 2 carrés ici, hein, vous avez facilement
que ça c'est égal à moins 4 dz bar, d'accord? Parce que dz bar, ça va faire dx2 plus dz2, fois moins 4 sur z moins z bar au carré. Voilà, donc c'est cette métrique, et ça vous permet, hein, en intégrant, de calculer des longueurs de courbe. Et le théorème, c'est le suivant. Pour l'instant, PSL2 de R agit sur H en préservant la métrique. Voilà. Alors ça, c'est facile. D'abord, il agit sur H. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'abord, PSL2 de R. Donc, ça veut dire qu'on va regarder l'action simplement de SL2. Attention, c'est de R, plus de C. Hein. Donc ici, quand il va agir, on va prendre Z dans H, ce qui veut dire que son ordonnée est strictement positive, finalement, et il faut vérifier que AZ plus B sur CZ plus D est encore dans H, c'est-à-dire qu'il faut regarder son ordonnée, qui devrait être strictement positive, à partir du moment où j'ai pris ma matrice A, C, B, D dans SL2 de R. SL2, ça veut dire finalement que AD moins BC égale 1, et 2R, ça veut dire que A, B, C, D sont des réels. Donc, quand on va calculer ça, je multiplie par la quantité conjuguée du dénominateur, ici, qui est égale à CZ bar plus D, puisque C et D sont réels. Et la partie imaginaire, je la calcule en remplaçant Z par X plus Y, et en calculant AC et moins AC vont s'éliminer dans la partie imaginaire, et AD, AD ici, moins BC vont donner 1, et donc il va y avoir plus que Y dans la partie imaginaire. J'ai oublié puisque c'est la partie imaginaire, il faut que je divise par I évidemment, et ici j'ai quelque chose de strictement positif, puisque Y était lui-même strictement positif. Si je dois en rajouter une couche, je dirais que GL2 de R, il a deux composantes connexes, GL2 plus, déterminant positif, et GL2 moins, déterminant donc strictement négatif. Et en fait, GL2 plus envoie le demi-plan supérieur sur le demi-plan supérieur, et pareil pour inférieur, inférieur sur inférieur, et GL2 moins échange les deux demi-plans. Voilà, on peut le voir comme ça. C'est très facile à voir. Maintenant, il faut voir qu'il préserve la métrique. Donc il faut préserver ce ds. Alors, vous pouvez le faire en calculant ça, ou plutôt ça, c'est ce qui est le plus facile à calculer, à partir de AZ plus B sur CZ plus D, mais ça va vous faire un gros calcul. Le mieux, c'est de rappeler que PSL2 de R est engendré, il a des générateurs, d'accord? Eh bien, il est engendré par la matrice 0, moins 1, 1, 0, et 1, 0, U1. Ces deux matrices, bien sûr, il y a une infinité de matrices parce qu'on prend U dans R, eh bien, ça va engendrer PSL2 de R. Voilà. Bon, alors, si vous n'y croyez pas, faites le calcul comme ça, hein, tant pis, mais vous pouvez montrer très facilement hein, qu'on a ces générateurs-là. C'est presque du pivot de Gauss. Alors maintenant, regardez, 1, 0, U1, qu'est-ce que ça va donner comme homographie? Vous allez avoir 0Z plus 1, donc le dénominateur il part, et ici, vous allez avoir Z plus U. Donc, c'est Z donne Z plus U. Ben oui, mais Z donne Z plus U, ça va respecter Z moins Z bar, parce que U, il est réel, d'accord? Donc, vous allez avoir U moins U bar qui va faire 0, donc le dénominateur est respecté. DZ, il est respecté, DZ bar est respecté aussi, donc il n'y a pas de problème pour cette matrice. Maintenant, pour celle-là, il ne va pas y avoir de problème non plus, mais c'est un petit peu plus difficile, vous allez avoir moins 4 DZ, alors, donc ça, cette matrice, quand elle agit, vous voyez bien que c'est moins 1 sur Z, d'accord? Parce que A égale 0, donc ici vous allez avoir 1 sur moins Z. Donc c'est moins 1 sur Z. Donc, quand on va dériver moins 1 sur Z, ça fait 1 sur Z2. Et là, pareil, vous allez avoir 1 sur Z bar 2. Sur moins 1 sur Z plus 1 sur Z bar au carré. Et là, vous vérifiez,
en multipliant le dénominateur par Z2, Z bar 2, qu'on retrouve moins 4 dz bar sur Z bar moins Z au carré, mais ça c'est pareil que Z moins Z bar au carré. Donc, on a montré le théorème, parce que puisque les générateurs préservent, le système de générateurs préserve la métrique, ben, tout le groupe va préserver la métrique. C'est beau les groupes. Voilà, on continue. Maintenant, on va parler géodésique. On a défini une métrique, maintenant on va définir une distance. Grâce à la métrique, on peut définir la longueur d'un chemin, puisque la longueur d'un chemin, on va dire C1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de ds, où le chemin, c'est l'application qui va de 0 à 1 dans H. Alors on va supposer que gamma de 0 c'est M, et gamma de 1 c'est N. On suppose que c'est continu, que c'est C1 aussi, hein. Même C1 par morceau si on veut, bon, voilà. Que gamma de t c'est égal à x de t plus y de t, d'accord? Et donc, par définition, ça c'est l'intégrale de 0 à 1 de racine de x' carré plus y' carré, parce qu'on avait défini ds au carré hein, tout à l'heure, sur racine de y au carré, donc y, parce que y est toujours positif, dt. Voilà. Ok. Vous vous rappelez quand même que cette longueur ne dépend pas de l'application, mais juste du chemin. Si on fait un changement de variable, voilà, c'est 1, il n'y a pas de souci, on a exactement la même longueur. Donc, on confond, comme souvent, le chemin en tant qu'image et le chemin en tant qu'application, parce que de toute façon, à la fin, la longueur, ça va être la même chose. Alors évidemment, la distance entre M et N, ça va être une géodésique, c'est-à-dire ça va être le inf des longueurs pour tous les chemins qui vont envoyer 0 sur M et 1 sur N. Bien. Le théorème est donc le suivant. La distance de M à N est égale au logarithme du birapport de M, N, M0, N0. Alors ce birapport, c'est, je vous rappelle, M0 moins N sur M0 moins M, fois N0 moins M sur N0 moins M, avec les règles de l'infini, tout le bazar, où M0 et N0 sont définis comme ça. Si M et N ont la même abscisse, alors je trace la droite verticale, M0 c'est l'infini, et N0 c'est l'abscisse en question. C'est le réel donné. Si n'ont pas la même abscisse, alors je vais, quitte à intervertir M et N, je vais appeler M celui d'abscisse strictement plus petite, M ici et N là, et je vais construire le cercle, il est unique, centré sur l'axe réel et passant par M et N. Alors évidemment, hein, il est unique parce que, qu'est-ce que je vais faire? Comme M et N n'ont pas la même abscisse, la médiatrice ici de M et N va couper l'axe des réels et donc forcément en un unique point qui sera le centre du cercle. Et donc on voit bien que après on obtient un cercle qui a pour diamètre quelque chose qui est sur l'axe réel. Et là je vais poser N0 le plus petit et N0 le plus grand ici. Et je prends le birapport de tout ça. Bien, donc M0 et N0 sont deux réels, d'accord, et tel que M0 est strictement plus petit que N0 dans ce cas-là. Et là, c'est 0 et l'infini. Il faut faire attention. Donc, je démontre ce théorème-là, et je remarque que, à gauche, c'est invariant par homographie de SL2 de R. Pourquoi c'est invariant par PSL2? Parce que la métrique est déjà invariante par PSL2. Donc quand on va transformer gamma en G de gamma, on va le transformer par une homographie, ben on aura toujours le même inf. La longueur sera la même parce que la métrique est invariante. Bien. Donc ici, c'est invariant. Bien. À droite, c'est aussi invariant. Parce que on a le birapport, oh, surprise, et le birapport, il est invariant par homographie. D'autant plus que si j'ai une homographie qui envoie M sur M', on va dire, N sur N', bah, ce cercle-là va être envoyé sur un cercle qui passe par M' et N', donc G de M, G de N, d'accord, où G c'est l'homographie,
Comme l'homographie est réelle, elle est invariante par le morphisme bar, donc ce cercle qui est bar invariant, parce qu'il est symétrique par rapport à l'axe réel, il va être envoyé sur un cercle bar invariant, donc M0, ça va être exactement, il va être envoyé sur le M'0 qui est bien sur l'axe réel et M'0 aussi. En plus, vous avez une petite chose, c'est que M'0 est bien à gauche de M'0. Parce que, comme c'est une homographie, comme on est passé par une homographie, on a AX plus B sur CX plus D. Sa dérivée, c'est le déterminant, c'est AD moins BC sur CX plus D au carré. Mais AD moins BC est strictement positif, c'est égal à 1. Donc c'est croissant. Donc si M est inférieur à N0, M0 est inférieur à N0, alors M'0 va être inférieur à N'0. Donc tout ça, ça se tient, d'accord ? Et ça donne une idée, donc la preuve, et voilà, ça va être ça l'idée de la preuve, c'est par invariance par le groupe se ramener à une forme normale. À quel type de forme je peux me ramener qui est toute simple? Eh bien, je vais me ramener à la forme où M est envoyé sur I et N est envoyé sur IY. Donc je vais m'envoyer sur le cas où Mn c'est IY avec Y strictement compris entre 0 et 1. Allons-y. Je vais regarder l'homographie Z moins N0 sur Z moins N0. D'accord? Ok? Je dis qu'elle est dans la même classe qu'une homographie de SL2, puisque son déterminant est positif. Puisque son déterminant, c'est moins M0 plus N0. Donc ça, c'est strictement positif, d'accord? Parce que N0 est plus grand que M0. Bon. Oui, j'ai oublié de dire, je regarde juste le cas du cercle, parce que ce cas-là, c'est très facile de s'y ramener. Il suffit de se ramener comme ceci par une translation, d'accord? Qui est bien, on l'a vu tout à l'heure, hein, les translations, elles sont de cette forme-là, d'accord? Et après, on se ramène avec une affinité à I et IY. Donc ça, c'est vraiment très facile. Mais maintenant, on est dans ce cas-là. Alors, donc ça, on voit que ça, c'est de déterminant strictement positif, et donc quitte à diviser par racine de ce déterminant, on peut se ramener au cas où c'est dans SL2. Bien. Ça, on voit cette homographie N0 sur 0. Vous le voyez, et M0 sur l'infini. Ça, c'est clair. Maintenant, regardons ce point-là. Qu'est-ce que c'est que ce point-là? C'est le point qui est à la verticale du centre. Donc c'est N0 plus M0 sur 2 plus I N0 moins M0 sur 2, ce point. Quand on regarde l'image de ce point, ça va nous faire 2i. Donc ça veut dire qu'on est sur la droite. Donc vous avez ici une droite. Comme le cercle, il est envoyé sur un cercle ou une droite, et ben, ça veut dire que ça va être envoyé sur une droite. Donc N0 est envoyé là, M0 va être envoyé sur l'infini, et ce point est envoyé là sur cette droite. Donc ce demi-cercle est envoyé sur cette demi-droite. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? N0, il est envoyé sur 0, puis vous allez avoir sur la droite, par continuité dans ce sens, hein, par N, l'image de N, puis l'image de M, puis l'image de M0 qui est infinie. Par une infinité, vous ramenez, bien sûr, le point M ici sur I, et là vous aurez un point sur IY qui sera forcément plus du côté de 0, donc ce sera l'image de N, d'accord? Il sera plus du côté de 0 que du côté de l'infini, donc il sera plus petit que 1. Donc ici, vous envoyez Mn sur I et IY, avec Y strictement compris entre 0 et 1. Bien, donc là on a presque fini. Deuxièmement, si gamma est une courbe qui joint I et IY, maintenant on peut se ramener à ce cas-là, hein, par invariance de la formule, ben, L de gamma est supérieur ou égal à, d'après la définition ici, à valeur absolue de Y' sur Y, dt. Mais ça, c'est réalisé
par une courbe, d'accord? Si je prends une courbe gamma ici, qui fait des frivolités comme ça, entre I et IY, eh bien, ce sera donc, cette inégalité veut dire que le minimum, ce sera quand on aura une courbe entre I et IY. Alors, il n'y a que le segment qui peut minimiser, d'accord? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut regarder plutôt le chemin plutôt que la fonction. Le chemin, c'est le chemin le plus court, ça va être entre I et IY. Donc le minimum est atteint pour gamma tilde de t égale à I facteur de 1 plus Y moins 1 t. Comme ça, en 0, pour t égale 0, ça fait bien 1, donc I, et pour t égale 1, ça fait IY. Et donc on va bien de M à N. Donc maintenant, ça y est, cette distance, je peux la calculer puisque elle est atteinte par ce chemin. C'est l'intégrale de 0 à 1. Quand je vais prendre la dérivée, donc le y, c'est 1 plus y moins 1t. Je dérive, ça fait y moins 1. Je prends la valeur absolue, ça fait 1 moins y, parce que y est strictement inférieur à 1. Et je divise par y de t, c'est-à-dire 1 plus t, y moins 1. Si je pose u égale le dénominateur, eh ben, je retrouve moins log de y. C'est-à-dire, voilà, on l'a directement, hein, le moins log de y, vous pouvez faire le calcul. Et donc, ça fait log de 1 sur y. Okay. Et log de 1 sur y, c'est exactement, donc la formule est vérifiée dans ce cas-là. Parce que si je fais, donc j'ai dit que m était envoyé sur i, n sur y, n0 sur l'infini et n0 sur 0. Maintenant, si je fais donc l'infini moins y sur l'infini moins i, par convention, ça fait 1, fois 0 moins i sur 0 moins y. Donc ça fait 1 sur y. Donc on a log de 1 sur y, log de 1 sur y, ça fait bien moins log de y. Donc ça y est, on a prouvé la formule. Puisque le 3 prouve que la formule est vraie dans une situation à laquelle on peut toujours se ramener par homographie, et cette formule est invariante par homographie. Donc on a bien ça, et c'est fini. On a vu la distance de 2 points carrés. Après, vous pouvez regarder des dessins. Maintenant, allez vers Image des maths. Hein. C'est là maintenant que ça devient bon. Ok, allez, c'est terminé.